Tout de suite, le second débat de ce sens public pour notre première émission sur la 8. On a donc décidé de mener un combat pour la parité entre les femmes et les hommes. Je vous redonne ces chiffres dans le monde. 94% des dirigeants des grandes entreprises, 92% des maires des 300 plus grandes villes sont des hommes. Ce déséquilibre, il est complètement ahurissant. Quand est-ce qu'on va y mettre fin? Pourquoi les lois, les quotas, il y en a eu beaucoup, ne suffisent pas encore? Avant d'en débattre, on fait le bilan de la loi sur la parité en politique votée il y a 25 ans avec Stéphane Duguet et Adrien Pin. Roselyne Bachelot a commencé sa carrière politique il y a 43 ans. À ce moment-là, les femmes politiques comme elle étaient, selon son expression, des oiseaux rares. Être une femme politique n'avait rien d'évident. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron se souvient de sa toute première élection régionale. C'était en 1986. Quand je suis arrivé au conseil régional des Pays de la Loire, sous la présidence d'Olivier Guichard, étant co-tête de liste, j'aurais dû avoir un poste de présidente de commission. Et cela m'a été refusé au motif tout à fait extraordinaire. Jamais tes collègues n'obéiront à une femme, m'a dit Olivier Guichard. Cette marginalisation des femmes tient aussi à la manière des hommes de faire de la politique. Des codes très virils comme cette poignée de main entre Emmanuel Macron et Donald Trump à l'Élysée. Une pratique intégrée par les femmes politiques, explique Cécile Duflot, ancienne ministre sous François Hollande et ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts. Je me suis rendu compte que j'ai développé une façon de parler, une attitude physique, parfois une sorte de brutalité, parce que je me souviens qu'un des éléments qui m'a permis, comme quand j'étais jeune chef de parti, j'avais 31 ans, de me faire respecter avec tous les guillemets de rigueur, c'est qu'un semi-opposant politique qui n'arrêtait pas de me poser des problèmes, un jour je lui ai donné un grand coup de genou entre les jambes, j'ai fait mal, il a crié et tout le monde s'est dit « Waouh, putain Duflot, voilà ». Une brutalité qu'elle regrette aujourd'hui. Ces codes masculins, l'ancienne ministre Aurélie Filippetti les compare à ceux de vestiaires de rugby. Pour elle, la loi de 2000 sur la parité est loin d'avoir tout réglé. Ça ne suffit toujours pas. Il y a encore des lieux de pouvoir, à l'intérieur des lieux de pouvoir, qui sont extrêmement masculins. Si on prend aujourd'hui l'entourage du président de la République, et les gens qui ont vraiment de l'influence aussi parmi les ministres, les responsables de partis ou même son cabinet, on voit qu'autour de lui, finalement, les gens qui comptent pour lui, ce sont tous des hommes. Et pour l'ancienne socialiste, seule la loi permettra de nouveaux progrès pour la parité entre les hommes et les femmes. Les femmes sauveront-elles le monde? C'est le titre de notre débat avec Michel Perrault. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes historienne spécialiste de l'histoire des femmes. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue à vous. Réjeanne Sénac, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, ancienne présidente de la commission parité au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous publiez Radicales et fluides, les mobilisations contemporaines aux presses de Sciences Po. Marie-Éloi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes présidente de Femmes des Territoires et de Bouge ta boîte et vous publiez Les femmes sauveront-elles le monde? Ça tombe bien, c'est aux éditions Erol. Et Antoine Oberdoff est évidemment resté à mes côtés, éditorialiste politique. Et je commence avec vous, Marie-Éloi, puisque le titre de votre livre nous a suffisamment inspiré pour qu'on décide d'organiser ce débat. Pourquoi vous pensez que les femmes sauveront le monde? Alors évidemment pas toute seule, mais je suis sûre que oui, on a besoin de mixité dans le monde. Je pense qu'on le voit bien en ce moment, on a urgemment besoin de mixité à tous les échelons du monde. Parce que la mixité, c'est pas juste quelques femmes en plus qu'on va poser ça et là, c'est vraiment tout un autre fonctionnement pour nos organisations, un autre rapport au pouvoir, un autre rapport à l'argent, un autre rapport à l'environnement, un autre rapport à la paix. Et pour moi, la mixité, c'est le socle de l'humanité sans lequel tout dysfonctionne. Et je pense que là, on a des exemples internationaux qui nous montrent que s'il y avait des femmes un peu partout, ça serait certainement très différent. Peut-être, en tout cas, on peut l'espérer. Michel Perrault, les femmes sauveront peut-être le monde, mais encore faut-il que les hommes leur en laissent l'opportunité. Comment vous expliquez que la conquête du pouvoir, on va avoir un premier grand chapitre plutôt politique, on parlera évidemment d'histoire, de l'invisibilisation des femmes dans notre histoire, mais sur la conquête du pouvoir, comment vous expliquez que ce soit aussi lent, finalement, ce rééquilibrage? Parce que c'est un système, j'allais dire, de domination masculine, comme on dit maintenant, qui est très ancien. Au fond, les rapports entre les hommes et les femmes, ça a toujours été un peu une histoire de frontières, des frontières
opposées aux femmes, des limites, et par conséquent des frontières qu'elles devaient sans cesse franchir. Et on pourrait dire que toute l'histoire des femmes dans tous les domaines, c'est l'histoire des frontières franchies ou pas. Hein. Et alors, la question est toujours, où est-ce qu'est la frontière maintenant ? Et qu'est-ce qu'il y a encore à conquérir ? Et elles sont mouvantes, ces frontières, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des reculs en arrière. Bien sûr, bien sûr. Même si en historienne, je pense que toute expérience, toute conquête qui a été faite laisse des traces de manière de longue durée. Hein. Et elles vont peut-être être ensevelies, oubliées, cachées, mais elles sont là. Et par conséquent, on peut s'y référer. Qu'est-ce que vous répondez à la question, Réjeanne Sénac, les femmes sauveront-elles le monde ? Est-ce que la question vous plaît déjà ? Non. Eh ben, je m'en doutais. C'est pour ça que je vous pose cette question. Non, parce que là, on est encore dans un horizon qui renverse la responsabilité, qui met encore sur les femmes la responsabilité, pas des moindres, de sauver un monde à la dérive. C'est quoi l'enjeu, en réalité ? L'enjeu, ça serait plutôt de se demander en quoi la justice sauvera le monde, ou l'égalité sauvera le monde. L'histoire nous montre qu'en effet, on a été dans un héritage qui est un héritage d'exclusion. Hein. Michel Perrault parlait de frontières, puis d'inclusion, mais d'inclusion qu'on pense toujours de manière conditionnée si on dit qu'il faut qu'elle sauve le monde. En fait, l'enjeu est plus pour moi d'être à la hauteur des principes que la France a proclamé en particulier autour de la Révolution française, des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité. La fraternité, c'était pas neutre, que ça s'appelle fraternité et pas... Et pas sororité. Pas sororité, ni adelphité, ni solidarité. Donc, pour moi, c'est l'égalité. Oui, alors c'est ce que je veux dire. On pourrait renommer notre débat l'égalité ou la parité sauveront-elles le monde ? Alors l'avantage de l'égalité, c'est que ça dit que l'exclusion, les frontières, elles n'ont pas été qu'en excluant les femmes, mais aussi, on l'a vu à travers les colonies, ceux qu'on a appelés les indigènes. Donc il y a eu le sexisme, le racisme a en effet été au cœur de notre conception du politique. Donc moi, je suis très heureuse qu'on parle aujourd'hui de ce sujet, mais... Attention à la tentation de garder le même modèle qui est un modèle de complémentarité où les femmes sont du côté du care, de l'écoute, et les hommes sont du côté de la force, de l'autorité. Est-ce que de ce point de vue-là, je me permets une question là-dessus, sur la manière d'incarner le pouvoir des femmes. On a beaucoup parlé de la Première ministre, notamment en Nouvelle-Zélande, d'une nouvelle manière d'incarner, de porter le pouvoir. Or, très souvent, le regard que l'on portait dessus était bien souvent teinté d'une action qui serait plus faite empreinte de tendresse, de douceur. Un autre exercice du pouvoir, notamment je pense à cette séquence au moment des attentats terribles anti-musulmans en Nouvelle-Zélande, où elle avait pris quelqu'un dans ses bras. Est-ce que du coup ça veut dire qu'on est quand même dans la perpétuation, y compris quand les femmes accèdent à des postes de pouvoir, de ce regard qu'on a de biais ou de stéréotypes. Dans le monde politique, dans le monde professionnel aussi, par rapport au journalisme aussi, on va avoir une lecture différente. De la manière dont on fait du journalisme, dont on fait du management, dont on écrit. Donc, bien sûr que cet héritage-là de la complémentarité, il est très fort. Après, se dire qu'il faut changer la manière de faire de la politique, qu'il faut que la politique soit un service pour l'intérêt général et non pas une querelle d'ego qui est associée plutôt à une vision virile, oui, mais qu'on enferme personne. On y reviendra là-dessus. Mais alors pourquoi vous avez choisi ce titre, vous ? Moi, je persiste et signe parce que les femmes, en fait, elles sauvent déjà le monde. Moi, je viens du terrain, j'ai initié des centaines de cercles de femmes partout en France, j'ai échangé avec des milliers et des milliers d'entrepreneuses et de porteuses de projets, et elles sauvent déjà le monde. Elles font déjà les choses différemment avec un impact qui soit social, sociétal, environnemental. Et surtout, les études le prouvent partout dans le monde, plus il y a de mixité, et c'est pas mettre la charge sur les femmes, mais sur la mixité. Plus il y a de mixité, la mixité, ça concerne autant les femmes que les hommes et tous les êtres humains, finalement. Plus il y a de mixité, plus l'environnement est protégé. Et à l'heure où la planète brûle, on a absolument besoin de mixité. Plus il y a de mixité, plus la paix est signée rapidement et plus elle est durable. Et plus il y a de mixité, plus l'économie est résiliente, performante, régénératrice et différente. Et on parlait d'exercer des formes de pouvoir, etc. Il ne s'agit surtout pas de mettre les femmes dans des cases, ni les hommes dans des cases. Et c'est ces peurs-là d'essentialiser les femmes qui nous ont aussi empêchés d'avancer. Il faut aussi regarder la réalité. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Sur le terrain, on observe que les femmes et les hommes, on a des histoires de vie, on a des éducations différentes, on a des expériences de vie qui sont différentes. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques, entre un homme et une femme sur les charges domestiques et parentales au sein du foyer, sur une vie active à raison de 8 heures par jour, c'est 12 ans d'écart. C'est gigantesque. Donc ça veut dire 12 ans de care en moins pour les hommes.
12 ans de care en moins. Et donc, forcément, leurs priorités sont différentes. 12 ans de carrière, d'entrepreneuriat, de loisirs en moins pour les femmes. Et moi, tout l'objet de mon livre, c'est l'équilibre. Oui. C'est pas de dire les femmes sont meilleures ou ils doivent faire plus, c'est l'équilibre partout. Mais ça ouvre une partie du débat qui est déjà passionnante sur est-ce qu'on fait de la politique différemment ou pas quand on est une femme. Écoutez, ça agace beaucoup l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, on l'écoute tout de suite. Je refuse absolument l'idée que nous apporterions quelque chose de spécifique à la politique. C'est l'argument qu'on nous déploie depuis 50 ans pour nous cantonner dans des rôles féminins, l'enfance, les politiques sociales. Et donc, je me refuse à cela. Je fais mienne la phrase de Gisèle Halimi, « On ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui ». Le fait qu'il y ait des femmes à égalité avec les hommes en politique, la politique est un miroir que la société se tend à elle-même, eh bien, c'est une façon de dire la politique, c'est aussi une question de justice. Michel Perrault, votre avis, dire que les femmes font de la politique ou de l'économie autrement, c'est sexiste ou pas ? Moi, je pense que je suis de l'avis de Roselyne Bachelot. Il ne faut pas enfermer les femmes dans un essentialisme. Oui. L'essentialisme, ça a tué les femmes. Voilà. Les femmes sont, les hommes sont, non. Pas du tout. Donc, je revendique tout à fait l'idée qu'il n'y a pas une manière féminine ou masculine de faire de la politique. Ceci étant, je suis aussi d'accord avec ce que vous dites. Il y a une histoire des femmes, des expériences qui ont été autres et différentes. Et de tout cela, comme toujours, en histoire, on peut tirer, malgré tout, des manières de faire. Oui. Mais ce n'est pas une essence. Hein. Oui, j'ai bien compris. Et vraiment, je souhaite être très claire là-dessus. Il ne s'agit pas d'essentialiser et de mettre dans des cases. Par contre, quand il y a de la mixité, les cases explosent. Et chacun peut être vraiment soi-même. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça appelle à un leadership éclairé. Une autre forme de leadership, une autre forme d'exercer le pouvoir. Mais ce n'est pas lié à femme ou homme. Est-ce que le monde serait meilleur si les femmes avaient pris le pouvoir plus tôt ? Je ne pense pas. Non. Par contre, les cases n'explosent pas, je suis au regret de vous le dire. Les lois dites sur la parité dont on parle aujourd'hui sont quand même maintenant anciennes. Hein, les premières applications en 2001, donc on est autour de 25 ans, réforme en 99. On se retrouve devant quoi ? On se retrouve aujourd'hui devant un gouvernement où aucune femme n'est dans un poste régalien. On se retrouve ici dans un parlement où aucune femme n'a été à la tête du Sénat. Si on regarde dans les communes, et maintenant ça va concerner les communes, dès un habitant pour les prochaines élections municipales. Qu'est-ce qu'on voit ? 80% des adjoints aux finances sont des hommes. 80% des adjointes à la petite enfance, à la culture sont des femmes. Donc, moi j'entends ce que vous dites. Bien sûr qu'on est pétri de notre histoire, mais c'est justement pour ça, parce qu'on nous a élevés de cette manière-là et qu'on continue à nous élever de cette manière-là, qu'on va apporter des choses différentes. Donc en fait, on justifie l'inclusion par ce qui a toujours justifié notre exclusion et qui fait qu'aujourd'hui, on est encore dans une division du travail à la fois horizontale et verticale. Aussi bien dans l'orientation, on vient d'avoir Parcoursup pour ceux qui ont des enfants qui sont en terminale, on voit bien que dans les demandes d'orientation, on est encore avec quelque chose qui est très genré. Dans les secteurs professionnels aussi, les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes emplois, ils ne sont pas au même niveau. Donc, moi, je nie pas qu'on apporte tous des choses différentes en fonction de notre histoire. Par contre, si on veut arrêter de reproduire cette histoire qui est quand même une histoire inégalitaire et d'enfermement, il faut s'émanciper de ces cases pour les femmes comme pour les hommes. Donc de la mixité. Je suis d'accord avec vous, c'est un travail commun. Hein. S'il n'y a que les femmes qui s'en occupent, voilà, ça la mixité, bien entendu, mais la mixité, ça veut dire que tous les individus devraient pouvoir avoir toutes les opportunités. J'ai beaucoup aimé votre livre, Marie-Éloi. On va continuer d'en débattre, on a encore 3/4 d'heure devant nous, donc vous pourrez répondre. Mais il y a un exercice auquel vous vous livrez autour des statistiques, et je veux bien que vous partagiez cet exercice avec nous. Parce qu'il est tellement frappant que d'un seul coup, tout le monde va comprendre. Juste avant, je souhaite préciser, Réjeanne,
donne, je dis pas autre chose dans mon livre, et vraiment je vous invite à le lire parce que je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. En fait, vous êtes d'accord, à peu de choses. Je pense qu'en tout cas, on a envie que ça avance et que ça bouge. Effectivement, moi, quand je fais des conférences sur ce sujet-là, ce que j'adore faire, c'est prendre les chiffres de l'égalité et les donner à l'inverse. Je demande à tout le monde de fermer les yeux et je donne les chiffres. Alors, par exemple, ça va être 89% des chefs d'État sont des femmes, 94% des CEO dans le monde sont des femmes, 92% des maires de grandes villes, mayoress, sont des femmes, 98% de dirigeants de banques sont des femmes. Et dans tous les domaines, même ceux où il y a le plus d'hommes tout en bas, tout en haut, on ne dépasse jamais 10 à 15% d'hommes. Et en fait, ça appelle trois choses quand on dit ces mots en miroir. La première, s'il y avait ces chiffres-là, je pense que tout le monde serait dans la rue en disant c'est inacceptable. La deuxième, alors que nous, on accepte le statu quo tel qu'il est. La deuxième chose, c'est que est-ce que les hommes, on leur demanderait sans cesse mais pourquoi ils n'osent pas, pourquoi ils ont des freins et pourquoi ils ne se sentent pas légitimes? Ça serait évidemment logique. Et la troisième chose, on pourrait se demander est-ce qu'avec un monde inversé, est-ce qu'il serait fonctionnel ou dysfonctionnel? Évidemment qu'il serait dysfonctionnel. Parce que tout fonctionne quand il y a de la mixité. C'est ça le but, en fait. C'est pas les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, et ensemble, ça fait quelque chose. C'est juste d'avoir de la mixité, ça permet à chacun d'être soi-même, et c'est ça qui permet aussi de changer le fonctionnement de notre système. C'est pas un même monde avec de la mixité. S'il y a de la mixité, le monde est complètement différent. Si on regarde les 4 postes les plus importants de la Ve République, président de la République, vous avez commencé à l'évoquer, Premier ministre, présidence du Sénat ou de l'Assemblée nationale, depuis 1958, le décompte il est facile, on va trouver 3 femmes, évidemment, seulement sur 59 qui se sont succédées à ce poste, et encore 2, elles ont été nommées en 2022, c'est Yael Braun-Pivet et Elisabeth Borne. Vous nous parliez de domination. Ça veut dire que est-ce que le monde politique est encore plus machiste ou dans cette logique de domination que la société en général, ou pas forcément, Michel Perrault? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que dans la politique, il y a des enjeux évidents de pouvoir. Gérer la société, l'organiser, c'est très important. Il y a longtemps que les Grecs nous ont dit tout ça. Par conséquent, c'est valorisé dans le domaine masculin, tout à fait. Et aussi avec... c'est pas pour les femmes. Il ne faut quand même pas oublier que les femmes en France ne votent que depuis 1944. Et par conséquent, on ne peut pas s'étonner non plus qu'elle n'ait pas encore franchi les fameuses frontières qui leur sont toujours opposées. On pourrait d'ailleurs dire la même chose, la difficulté d'arriver au poste de décision économique. Politique, économie, la grande économie, celle qui décide, ça c'est vraiment le pouvoir. Et au fond, aux femmes, on laisserait volontiers les arts, encore que. La création artistique leur a été contestée pendant longtemps. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas s'étonner que ce soit comme ça, étant donné d'où nous venons. Et à quel point le système général vient de très loin. Alors ça, on ne va pas citer toutes les études des anthropologues qui nous ont montré ça. Et l'arrivée des femmes au pouvoir, c'est logique que ce soit depuis peu de temps, étant donné les obstacles qu'elles ont montrés. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a lieu de valoriser les femmes qui accèdent aux fonctions, je pense, vous parlez du domaine économique, je pense à Christine Lagarde sur le plan monétaire, à la tête de la Banque Centrale Européenne, Ursula von der Leyen à la tête de la Commission Européenne. Est-ce que c'est une bonne idée que de les valoriser ou au contraire, c'est rendre ces cas-là exceptionnels et en réalité, faire de ces cas des exceptions? Continuer de les essentialiser. Ils sont statistiquement des exceptions. Là, on parle beaucoup de la France, mais bien sûr, on parle beaucoup de la France, mais même au niveau international, on est à peu près à 10% de femmes chefs d'État. On peut voir les chiffres. 12% de femmes chefs d'État, pardon de nous interrompre, mais comme j'ai les chiffres, je les donne. 12% de chefs d'État, 8% de chefs de gouvernement. 23% ministres, 27% parlementaires. Ça sont les chiffres mondiaux. Donc il y a quand même un contexte qui est international, en sachant que la France, là où il y avait vraiment un dilemme inaugural, c'est cette idée que, alors qu'on a proclamé l'égalité, le pays des droits de l'homme, on a exclu les femmes du suffrage dit universel,
avec quand même l'idée que les femmes n'étaient pas en capacité d'être des êtres de raison, qu'elles étaient du côté des émotions, du côté justement de la famille et pas du gouvernement. Donc je pense que c'est par contre un petit point qui me semble essentiel et qu'on n'a pas abordé quand même. Les femmes et les hommes, on parle de politique là par exemple. On parle de politique pour l'instant. Donc c'est des femmes et des hommes politiques qui défendent des idées politiques. Donc qu'on considère que le fait qu'on ait eu besoin de faire voter des lois de plus en plus contraignantes, d'ailleurs, depuis 2000, pour qu'il y ait des scrutins de liste paritaires, qu'on oblige aussi dans les exécutives, que là, maintenant, on l'étende aux communes de moins de 1000 habitants, enfin, montre bien que structurellement, il y avait de l'ordre de l'exclusion. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on vote pour des idées, pour des personnes qui incarnent des conceptions différentes du monde. Et que donc il y a ce qu'on appelle la représentation descriptive, donc qui est présent, mais aussi substantive, quelles idées elles portent. Donc là-dessus, moi je pense que c'est aussi important de ne pas oublier que... Vous voulez dire par là qu'au fond, la femme la plus proche du pouvoir aujourd'hui, si l'on s'en fie au sondage, c'est Marine Le Pen, en l'occurrence, pour dire les choses. Et donc c'est pas, une femme n'est pas remplaçable par une autre ou un homme par un autre. Je trouve que c'est quelque part, là aussi, faire preuve de sexisme que de ne pas intégrer le fait qu'elle porte, ou il porte des idées qui peuvent être tout à fait contradictoires avec l'égalité femmes-hommes aussi. Oui, je vais vous redonner la parole à l'une et à l'autre. Je suis sûr que ça va s'enchaîner. Michel Perrault, je suis en train d'empêcher Michel Perrault de prendre la parole. Comment est-ce que j'ose faire ça? Alors, pour donner d'autres statistiques qui me semblent intéressantes et un témoignage, ça va nourrir cette partie de notre débat. Sur le monde politique en France, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. 28% des personnes au pouvoir sont des femmes. Bon, évidemment, il n'y a jamais eu de présidente de la République. Aucun des ministères régaliens, ce que vous signaliez, aujourd'hui n'est dirigé par une femme. Et puis alors c'est intéressant si on rentre dans la constitution des cabinets ministériels, vous connaissez bien cet aspect de l'actualité, Antoine. 80% des cabinets ministériels, ils sont dirigés par des hommes aujourd'hui. Ce sont des stats qui sont proposés par Oxfam France, selon sa directrice générale Cécile Duflot. Il faut remonter loin dans notre histoire pour comprendre. On l'écoute. La France, je pense qu'il y a quelque chose d'historique. D'abord, il y avait une loi qui interdisait aux femmes d'être reines. Elle pouvait être que l'épouse d'un roi. Donc si c'était une fille aînée, c'était le fils qui devenait roi. Donc je pense qu'on a incrusté dans la mémoire collective l'idée que le pouvoir était associé aux hommes. Et puis parce que les avancées qui permettent aux femmes d'accéder aux responsabilités sont finalement assez récentes. Le premier vote des femmes, c'est il y a 80 ans. Et la France a été le premier, je crois, pays au monde à instaurer le suffrage universel masculin. Et ensuite, vous nous le disiez, il a fallu attendre 1944. Comment on est devenu ensuite l'un des derniers pays d'Europe à ouvrir le droit de vote aux femmes? Oui, ça c'est quelque chose qui est troublant, parce que nous avons le sentiment d'avoir été en tête des luttes révolutionnaires, démocratiques, etc. C'est un véritable problème. Et la construction de la citoyenneté, de l'idée de république, s'est fait un peu sur le mode de la virilité. Au moment de la Révolution française, notamment. Oui. C'est la virilité, c'est la République, et la division des tâches, des espaces, des rôles, c'est très bien. Les hommes font ça, les femmes font cela. D'ailleurs, on respectait beaucoup les mères de famille, etc. Mais avec l'idée très forte de la sexuation des rôles, des tâches, des espaces, etc. Je voulais dire juste une petite chose à propos est-ce que les femmes feraient différemment que les hommes? On a toutes dit non, pas nécessairement. Ceci dit, il y a des choix, quelquefois. Malgré tout, est-ce que, du point de vue des enfants, est-ce que les femmes ne penseraient pas un peu plus que les hommes à l'instruction des enfants, à leurs soins, etc. Enfin, il y a quand même des choses auxquelles les femmes sont sensibles et peuvent apporter quelque chose de différent. Mais pas essentiellement, dans la pratique. Dans la pratique, je comprends la nuance qui est importante. Vous dites d'ailleurs que le produit intérieur brut, qui est un peu l'alpha et l'oméga de la croissance et de la bonne santé supposée d'un pays, vous dites que ce PIB, il est sexiste et anti-écologique. Alors on va peut-être
pas trop parlé du côté écologique, même si c'est hyper important. Pourquoi le PIB est sexiste ? Parce qu'en fait, il ne prend pas du tout en compte ce que font les femmes. C'est-à-dire toutes les charges domestiques et parentales au sein du foyer ne sont absolument pas comptabilisées dans le PIB. C'est simple, le PIB, il calcule tout, sauf ce qui compte vraiment. C'est-à-dire on rase une forêt, ça compte pour le PIB. Par contre, on soigne un enfant ou une personne malade, etc. Ça ne compte pas dans le PIB. Donc ça, et en plus, Réjeanne l'a dit tout à l'heure, toutes les filières du care sont sous-rémunérées par rapport aux autres filières. Il y a des pays comme le Canada ou la Nouvelle-Zélande qui ont justement réévalué en fonction de la pénibilité, des études et des compétences nécessaires pour qu'en fait, et on se rend compte qu'en fait, une sage-femme devrait être payée le même prix qu'un ingénieur, ce qui n'est absolument pas le cas en France et dans la plupart des pays du monde. Et donc le PIB, finalement, il ne prend pas en compte l'apport des femmes à la société. Et je vais juste revenir sur ce qu'a dit Michel tout à l'heure, parce que c'est effectivement prouvé que nous, les femmes, comme on a plus d'expérience de vie sur le care, mais encore une fois par division des tâches, pas par choix, forcément, on est plus attentif à ces sujets-là. Et c'est pour ça, là aussi, c'est prouvé que dans les communautés où il y a plus de mixité, au centre va être le care, l'humain, le vivant, la paix. Et pas les priorités du monde telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire principalement quand même le profit, la croissance et le pouvoir. Donc c'est le care, le soin, pour le soin aux autres, évidemment, voilà, de façon large, l'éducation, etc. Et alors, ça vous fait tiquer ou pas, cette démonstration-là ? Oui, bien entendu, mais parce après, que c'est peut-être si c'est en termes de l'argument qu'on constat, a servi pendant des années pour les exclure. Oui, pour les exclure ou pour nommer des femmes au ministère concerné par ces questions. C'est le cas actuellement, aussi bien dans les communes, gouvernements, partout. Mais moi, mon sujet, c'est plus vers quoi on veut aller et quels moyens on se donne pour y accéder. Si on veut aller vers une société où, quel que soit notre sexe, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, notre religion, on puisse développer nos compétences de manière indifférenciée. Donc que les femmes puissent faire autant des maths, les garçons puissent devenir professeurs des écoles, infirmiers, voilà. On puisse avoir de l'ambition ou pas. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut élever les enfants de la même manière quand on est un garçon ou quand on est une fille ou quand on se reconnaît dans aucun des deux. Donc en fait, l'enjeu pour moi, il n'est pas de dire il faut des filles et des garçons pour qu'ils apportent des choses complémentaires. Il est que tous les individus puissent s'épanouir dans ceux qui sont. Et donc là, je pense qu'en termes de priorisation de politique publique, nous sommes ici au Sénat, l'enjeu, il est de permettre, et vous parliez de statistiques, ce qu'on voit, c'est que plus il y a un service public à la petite enfance, plus on lutte contre la reproduction sociale et on permet aussi de faire passer une socialisation égalitaire le plus jeune possible. Donc il y a tout un travail à faire sur l'éducation nationale, sur la petite enfance, sur la manière dont et le travail du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur le sexisme montre bien que le sexisme monte en France, en particulier dans les jeunes générations. Et donc il y a un travail à faire pour déconstruire tout ça. Et notre responsabilité d'électeurs et d'électrices, Michel Perrault, parce que quand même, s'il y a si peu de femmes élues présidentes de la République, c'est peut-être aussi parce qu'on ne vote pas pour elles. Ça vient d'où, ça ? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Les responsabilités sont absolument partagées, mais il faut aussi se poser la question. Au fond, c'est vrai que souvent, les femmes préfèrent des hommes. Pourquoi pas, après tout. Ouais. Mais l'idée de la virilité et que le pouvoir, c'est de la virilité, c'est une idée construite à déconstruire, mais profonde tout de même. Qui vient de très très loin. Qui se disent, oh là là, c'est une femme, je ne vais pas oser. Enfin, c'est vrai. C'est vrai. Un peu moins de confiance. Oui. Puisque c'est ça, pourquoi on choisit un homme politique ou une femme politique. Très souvent, la seule femme chef de parti à date, qui est l'écologiste Marine Tondelier, dit lorsqu'elle participe à des réunions à Matignon, à l'Élysée, avec à peu près que des hommes autour de la table, qu'elle souffre, en tout cas elle sent qu'elle souffre d'une présomption de non-crédibilité. En tout cas, c'est le regard que porteraient ses collègues masculins sur elle. Seule femme chef de parti en France, quand même. Oui, mais c'est tout à fait juste. La présomption d'incompétence se retrouve absolument dans tous les domaines. On a associé, comme vous l'avez dit, le pouvoir à la virilité. Mais c'est quelque chose de construit par notre inconscient collectif, par les médias, par les livres, par les films, par tout ça. Ça remonte où, Michel Perrault ? Jusqu'où on peut remonter pour je sais pas, dater cette vision du monde ?
néolithique. À l'origine de l'humanité. À ce point-là. Ah oui, absolument. Oui. Absolument, absolument. Les études, je pense à Pascal Pic, qui est un anthropologue de grand talent, qui a fait des livres là-dessus, sur l'évolution du sexe féminin. Lui, il voit ça, il voit cette évolution à travers le temps, mais dès qu'on saisit, il faut quand même, c'est pas facile, saisir les rapports de sexe dans des époques très anciennes, on peut l'imaginer. avant l'histoire, avant les écrits, tout ça. On le constate, on le constate. Et évidemment, les explications, il faudrait beaucoup, mais la maternité, le fait que les femmes étaient toujours enceintes, que par conséquent, la division du travail s'est probablement instaurée là, avec des hommes à l'extérieur, la guerre. Il faudrait beaucoup réfléchir au problème de la guerre, parce que la guerre, c'est la virilité. Et faire la guerre, c'est essentiel. Et quand on voit aujourd'hui le retour de la guerre partout, en Europe et hors de l'Europe, on se pose beaucoup de questions quand même. Encore un mot, on parle de l'invisibilisation des femmes dans un instant, je vous écoute. Oui, en fait, c'est très récent, la démocratie. On l'oublie. Oui. On a l'impression que la démocratie, c'est selon les personnes 1789 ou 1870. Mais c'est 1944, parce que la démocratie, c'est bien quand tout le monde a le droit de vote. Oui. Et en fait, on n'apprend pas ça. Donc les démocraties dans le monde sont finalement très récentes. Et on ne s'est jamais posé ensemble, à droits égaux, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le cas, aujourd'hui, on n'a toujours pas des droits égaux, en se disant, mais quel projet de société on veut? Donc finalement, on est toujours dans un projet de société qui a été conçu uniquement, et c'est un constat, par des hommes. Toutes les lois ont été faites par des hommes et les lois ont tout interdit aux femmes. On a interdit de conduire, de voter, d'aller à l'école, même de porter un pantalon, même d'entreprendre. Tout a été interdit. Et on a dû à chaque fois, vous l'avez dit, bouger les frontières. Mais on ne s'est jamais posé ensemble, entre êtres humains, tous pour dire quel projet de société on veut. Et je suis sûre que si on le faisait, et d'ailleurs c'est prouvé dans les sociétés égalitaires, ça serait des priorités autrement différentes que celles qui sont là aujourd'hui. Alors, vous êtes peut-être en train de découvrir Sens Public, parce que vous êtes avec votre zapette sur le Canal 8 pour la première fois. Vous dites, ouais, c'est qui ces gens-là? Ah bon, ils font des débats, ils prennent le temps de débattre comme ça, longtemps, sur une seule thématique. C'est dingue, ça existe en télévision. Et alors, si vous découvrez l'émission, vous allez découvrir aussi qu'on a régulièrement des chroniqueurs, des journalistes de la rédaction de Public Sénat qui viennent nous éclairer, faire de la pédagogie sur un thème. Et j'appelle donc Audrey Vettaz, comme promis, pour parler. Bonsoir Audrey, bienvenue, heureux de vous accueillir pour nous parler de ces femmes effacées de l'histoire. Elles sont nombreuses. Oui, et j'ai décidé de vous en présenter 3 en m'appuyant sur l'ouvrage de l'autrice Titiou Lecoq. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes? Elle montre que les femmes ont toujours été présentes dans la société, dans les arts, dans l'histoire, mais qu'elles ont été discréditées de manière cyclique, tantôt accusées de sorcellerie, tantôt citoyennes sans droit dans l'ombre de leurs époux. Et je commence par le tout premier auteur de l'histoire, qui est en réalité Thomas. Une autrice, Enheduanna, grande prêtresse en Mésopotamie il y a 43 siècles. On la voit, alors c'est une gravure évidemment. Les écrits qu'on a retrouvés de cette époque, en fait, c'est surtout de l'administratif, des livres de contes. Elle est la première à signer son œuvre, à s'exprimer aussi à la première personne, dans une ode à une déesse qu'elle a écrite lorsqu'elle était en exil. Je vais vous en lire un court extrait, parce que l'idée, c'est quand même de les remettre en lumière. Grande reine des reines, issue d'un ventre sacré pour de justes pouvoirs divins, plus grande que ta propre mère sage et avisée, dame de toutes les terres étrangères, force vitale du peuple grouillant, je réciterai ton chant sacré. Il y a 43 siècles. Oui, c'est génial de lire un texte d'il y a 43 siècles. Vous vouliez aussi nous parler d'une reine des Francs que l'histoire n'a pas retenue malgré sa longévité. Oui, Brune Haut, que je vais vous montrer. Alors, c'est la dame en rouge qu'on voit suppliciée. Mais avant que je vous raconte la fin, je vais quand même vous raconter son histoire. Petite fille de Clovis. Oui. Elle a assuré la régence pour son fils à la mort de son mari sur une partie de notre France actuelle. Elle a réformé l'impôt, la justice, étendu l'influence du royaume, avant de prendre un peu trop goût au pouvoir et de maintenir son fils sous sa coupe, puis ensuite ses petits-fils pour pouvoir garder le pouvoir pendant 33 ans. Ça a irrité les grands du royaume qui ont décidé de la torturer, de la brûler et de l'oublier.
tout simplement l'oublier. Plus près de nous, Émilienne Moreau-Évrard, qui fait partie des 6 femmes compagnons de la Libération. Vous avez regardé, elle n'a quoi qu'une dizaine de rues ou d'établissements à son nom établissements, des collèges. Célébrer sa mémoire. Je vais être très honnête avec vous, je ne la connaissais pas. Eh bien moi non plus, avant de préparer cette chronique. Et pourtant, je vais vous raconter une vie héroïque. Elle est surnommée la Jeanne d'Arc du Pas-de-Calais parce qu'elle est originaire de Los-Angeles. Émilienne Moreau a marqué les grandes guerres par son courage. Et les 2 grandes guerres. En 1915, elle n'a que 17 ans quand elle met en place dans sa maison un poste médical. Elle donne aussi des informations contre l'ennemi au péril de sa vie. Elle prend même les armes pour abattre 4 soldats allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle fera partie de la résistance active pendant 5 années au péril de sa vie, de celle de ses enfants, ce qui lui vaudra de devenir l'une des 6 femmes à être faites compagnons de la Libération. 6 femmes, il y a 1032 hommes qui ont été faits compagnons de la Libération, ce qui vous montre l'ampleur de l'inégalité mémorielle. Et ça va même plus loin. À sa mort en 1971, et le journal Le Monde s'est excusé finalement dans un article a posteriori, il n'y aura dans le quotidien du soir qu'un tout petit encart pour annoncer sa mort, petit encart coincé entre une publicité pour du marketing scientifique et une annonce pour un placement boursier. Bon, on va redire son nom, Émilienne Moreau-Évrard. Et on continue sur son histoire parce que c'est hyper émouvant de vous entendre raconter son histoire. Et il n'y a pas eu de panthéonisation, j'y arrive pour elle, évidemment. Et ça me permet de vous parler des femmes panthéonisées. Il y en a très peu. La preuve, elles tiennent sur une seule image. 7 sur 83 personnalités panthéonisées. Je vous les affiche donc pour que vous puissiez les voir. Panthéonisation tardive aussi pour toutes ces femmes, puisque Marie Curie est la première à avoir été panthéonisée pour ses œuvres en 1995. Avant, il y avait Sophie Berthelot, que vous voyez, 1907, mais elle a été panthéonisée en tant qu'épouse de son mari, puisqu'elle était mariée au chimiste Marcellin Berthelot, qui avait expressément demandé à ne pas être séparée d'elle. Merci beaucoup Audrey pour. Alors on aurait pu faire une chronique qui durait. Oui, j'en ai sélectionné que 3, mais il y en avait 20 minutes parce que évidemment il y en avait beaucoup d'autres. Et d'ailleurs j'ai le livre de Titu Lecoq dans ma bibliothèque. Et alors moi je l'ai avec un petit bandeau en plus puisque vous l'avez préfacé, Michel Perrault. Je conseille à tout le monde de lire Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Il y a d'autres histoires, d'autres femmes oubliées parce qu'on est frustré d'en avoir cité si peu, dont vous avez envie de nous parler maintenant. Il y en a tant qu'on ne va même pas commencer à les nommer, il y en aurait trop. Ce serait trop long. Moi, ce que je voudrais surtout bien dire, c'est que le mot « histoire » a 2 sens. Oui. L'histoire, c'est ce qui s'est passé. Oui. Et les femmes ont toujours été dans ce qui s'est passé. Oui. Et l'histoire, c'est le récit que l'on en fait. Et là, dans le récit, elles sont effacées. Voilà. Et au fond, le rôle des historiens, des historiennes, peut-être surtout en l'occurrence, mais des historiens les ont accompagnés, c'est de faire passer les femmes de ce qui s'est passé au récit. Voilà. Les faire apparaître pour justement montrer pas seulement un nom, c'est pas bien sûr les noms c'est très important, mais les catégories, les ensembles, les rôles, c'est l'histoire sociale des femmes aussi. Qui prend les groupes dans leur ensemble et qui se pose les questions, pourquoi elles apparaissent, pourquoi elles n'apparaissent pas, pourquoi elles franchissent telle frontière, pourquoi telle autre résiste. C'est une histoire passionnante. Oui. Et ce qui se passe à la Libération, comment on peut l'expliquer ? 6 femmes seulement sur 1000 compagnons de la Libération. Il y a eu tellement de femmes qui ont participé à la résistance, qui ont été courageuses. Enfin bon, je ne vais pas refaire l'histoire. Ça tient à plusieurs choses. D'abord, leur forme de résistance était souvent des formes liées à leur rôle, et donc invisibles, et peu présents. Deuxièmement, le pouvoir qui se reconstitue à la Libération n'est pas spécialement féministe. Quand De Gaulle avait été évidemment tout à fait d'accord, et il a même joué un rôle pour que les femmes aient enfin le droit de vote, il disait « Je ne veux pas que les troubles de l'entre-deux-guerres se reproduisent ». Au fond, il fallait régler le problème. Et on lui disait « Mon général, vous allez nommer des femmes ministres ?» « Oh non, disait-il, pourquoi pas un ministère du tricot ?» Ça donne les limites du grand homme. Cette invisibilisation, Jeanne Sénac, est-ce qu'elle est encore possible aujourd'hui, d'après vous ?
Alors, déjà, sur peut-être le général de Gaulle, si ça avait été que de lui, et vous le savez, les femmes auraient eu le droit d'être éligibles, mais pas de voter. Hein. C'est un amendement du représentant des communistes, Fernand Grenier, qui a permis que les femmes aient le droit de vote et d'éligibilité. Donc, et c'est pas passé entre les deux chambres. À chaque fois, c'était refusé par le Sénat. C'est quand même assez. C'est sûr que le Sénat n'a pas été la chambre la plus C'était assez intéressant. Donc voilà, juste pour ne pas invisibiliser cette histoire-là. C'est super qu'on fasse ce débat sur une chaîne qui s'appelle Public Sénat. Je suis absolument d'accord. Ce que vous notez, c'est que, et je pense qu'il faut le reconnaître, il y a une évolution. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit là pour parler de ça au Sénat, où il n'y a jamais eu de femmes à la tête, où on a toujours refusé le droit de vote des femmes et d'éligibilité, montre que des choses avancent. Dans le même moment, il y a des résistances, et pas les meilleures, et il y a des retours en arrière, parce que, et c'est pour ça que je pense que c'est important, moi je suis politiste, de se dire ça, à la fois dans la population, mais aussi parmi nos représentants, tout le monde ne porte pas la même conception de l'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire, ce qu'on voit quand on regarde, par exemple, les programmes à la présidentielle des différents candidats, c'est qu'il y a 2 sujets qui sont consensuels. C'est la lutte contre les violences faites aux femmes et la question des inégalités salariales. Ça va être consensuel. Par contre, le pourquoi il y a des violences, pourquoi il y a des inégalités salariales et comment est-ce qu'on doit travailler de manière transversale de l'éducation non sexiste jusqu'au partage du pouvoir, là, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, quand vous parlez de visibilité et d'invisibilisation, en fonction de notre idéologie politique, on va mettre en avant certains personnages et pas d'autres. Certaines femmes, certains hommes, de certaines classes sociales, de certaines origines. Donc, sur la question de la visibilité, comme le disait Michel Perrault, bien sûr qu'il y a des individus, mais qui sont en l'entrecroisement de catégories. Vous avez travaillé aussi sur les ouvrières, on peut voir aussi sur la question des femmes d'origine immigrée. Voilà. Donc il y a vraiment cette question de qui on visibilise et qui on ne visibilise pas. C'est un choix politique. Tout ça est un choix politique. Ouais. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on le voit. On voit que dans cette photo, il y a très peu de femmes. On voit que... Oui, on l'a choisi. Alors, je me dis, trouve-nous, je disais ça à Elsa Dariola, la rédactrice en chef de l'émission, bon, il faut qu'on trouve quand même une photo avec tous ces mâles qui dirigent le monde. Mais c'est pas difficile à trouver, vous n'avez que ça. C'est le reste qui va être compliqué à trouver. Donc, et maintenant, ça se voit un peu. Je me souviens, j'avais interviewé Roselyne Bachelot il y a un petit moment, et elle me disait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, par exemple, son père, qui était aussi élu, ne voyait pas ça. Et donc, elle expliquait comment on ne voyait pas dans la photo ça le choquait pas. Qu'il y avait peu de femmes. Voilà. Donc, cette question de voir, c'est-à-dire qu'on parle de MeToo, on dit MeToo, c'est une libération de la parole, c'est une libération de l'écoute. Avant tout, parce que les femmes ont toujours parlé. Oui. De la même manière, mais on ne les écoutait pas. On les écoutait pas. De la même manière, on les écoutait pas en termes de les journalistes, la justice, voilà, la police. Et de la même manière, sur la question de la visibilité, c'est une question de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on met en scène. Alors, et sur le monde économique, Marie-Ève Loissette, sur l'invisibilisation, alors c'est vrai que c'est également à l'œuvre dans l'histoire économique, dans l'histoire scientifique. Je pense par exemple aux femmes qui ont participé à la conquête spatiale ou à l'astronomie. Enfin, vous avez des exemples en tête ou peut-être une réponse à la question de l'amélioration éventuelle aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça que c'est très grave ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, où le mot femme est enlevé, où les exemples de femmes sont enlevés des sites publics, c'est-à-dire les photos de femmes, les histoires de femmes. C'est grave, c'est vraiment notre histoire future qui est en train d'être effacée. Dans le monde économique, c'est tout à fait pareil. Je vais donner un chiffre. Dans les personnalités les plus médiatisées dans notre catégorie, enfin la mienne, patron business, c'est 1% de femmes médiatisées, et c'est un chiffre qui ne bouge pas. Et en fait, c'est impossible de s'identifier quand on n'a pas d'exemple. C'est hyper dur de se dire « je peux être quelqu'un » si on n'a pas d'exemple qui nous ressemble. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, ma fille m'avait dit « Maman, est-ce que tu peux me donner » Elle était petite à l'époque, elle m'a dit « Tu peux me donner le nom d'une présidente de la République ?» Je dis « Mais tu sais, ma chérie, il n'y en a jamais eu. » Et en fait, elle était dans une rage pas possible, parce que pour elle, c'était inconcevable. Nous, on s'est habitués à ces chiffres-là, on s'est habitués à ce qu'il n'y ait jamais eu de femme présidente de la République. Mais en fait, c'est tellement illogique, tellement aberrant, qu'on doit aussi, des fois, vous l'avez dit, Réjeanne, tout à l'heure,
prendre conscience de plus en plus, et l'éveil est très récent sur tous ces sujets. Donc c'est important, vous parliez de Christine Lagarde tout à l'heure, c'est important d'avoir des exemples, sinon on ne peut pas s'identifier, on ne peut pas se dire que c'est possible. Et ces femmes qui ont fait avancer la science, les idées, l'astronomie, la littérature, les arts, la philosophie, je ne vais pas tout citer, parce qu'on peut citer tous les domaines, pourquoi elles sont invisibilisées? Est-ce qu'elles sont d'abord citées comme femmes de, filles de, collègues? Comment ça se passe en fait? Elles sont moins nombreuses, puisque déjà, le problème de leur accession à tous les domaines dont on a parlé a été lent, donc il y en a moins. Deux, les femmes ont souvent manqué, on leur a tellement dit que ce n'était pas leur place dans le public, qu'au fond, elles sont assez timides. Tant mieux s'il y en a qui avancent, mais il y a ça qui joue beaucoup, et puis... oui, il y a toujours cette timidité pour mettre en avant tel ou tel rôle, en effet. Oui, sur cette... Alors on pourrait parler d'autocensure aussi, ou de timidité. Je vous propose d'écouter Mercedes Serra, la publicitaire, la présidente de l'agence BETC, qui était dans l'invité de l'émission de Rebecca Fitoussi sur notre antenne, Un monde, un regard. Regardez. Ça m'a pas empêché, d'abord parce que j'avais de la chance de ne pas m'empêcher moi-même, ce qui est la première fragilité des femmes. C'est très difficile d'arrêter une femme qui ne s'empêche pas elle-même. Mais elles s'empêchent, elles commencent à raconter qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles vont avoir recherche de famille, elles font tout. Donc c'est sûr que quand on fait tout, on peut moins. Donc il y a l'enjeu de la recherche de famille, l'enjeu de est-ce que ma vie privée va être aussi... intéressante ou bien menée si j'occupe un job important. Il y a le manque de confiance qu'on insuffle au fur et à mesure aux femmes. Alors, manque de confiance qu'on insuffle aux femmes, timidité, moi je dis autocensure. Toutes les semaines, c'est les coulisses de notre émission, on essaye d'inviter des personnalités et... on a des femmes qui sont ultra capées, brillantes, qui connaissent vraiment le thème, et puis parfois elles sont pas... sur 20% de la thématique de l'émission. Il nous dit « Ah non, je ne peux pas venir ». Alors, je peux vous dire qu'un homme qui est bon sur 20% et mauvais sur les 80%, il va venir. Bon, très bien. Comment vous l'expliquez, ça? Parce que c'est encore à l'œuvre, je vous dis toutes les semaines. Mais ça, les travaux de psychologues, de mes collègues à la fois en psychologie ou en sociologie de l'éducation démontrent très clairement que c'est lié à l'éducation et à tous les agents de socialisation. Il y a les parents, bien entendu, qui ont intégré ces normes-là. Quand on montre, il y a des expériences où on montre un bébé qui pleure. Oui. Si on montre un bébé qui pleure et qu'on dit que c'est un garçon, l'interprétation va être qu'il a de la force, qu'il est en forme. Si on montre le même bébé et qu'on dit que c'est une fille, on va dire plutôt qu'elle est capricieuse. Donc en fait, dans la manière dont un même comportement va être reçu par à la fois les parents, mais ensuite par les enseignants à tous les niveaux, même qu'on soit homme ou femme, on voit bien que là, on va avoir une grille de lecture complètement différente. C'est pour ça que j'étais un peu suspicieuse sur cette justification toujours de l'exclusion, puis de l'inclusion des femmes par les qualités qu'elles sont censées avoir, même si aujourd'hui on dit que c'est culturel. Parce que pour moi, l'enjeu, il est que quand on regarde un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, on ait le même rapport à lui ou à elle. Donc c'est ça l'enjeu, alors qu'on modèle tout ça dès l'enfance. Et bien sûr que les c'est là où c'est beaucoup moins consensuel. Dans ce que vous dites, c'est une lutte très idéologique, ce que vous dites, la socialisation. Je pense par exemple aux cours de récréation qui ont été l'objet d'énormément de polémiques, en particulier dans des municipalités écologistes. Se joue dans ces cours de récréation immanquablement la manière dont sont façonnés les jeunes esprits de nos enfants, garçons, filles. Et dans le rapport à l'espace, qui occupe le plus d'espace? Alors tout est les buts de foot. Tout est politique, ça dépend comment vous entendez idéologie, mais le fait qu'on réfléchisse au rapport à l'espace, à ce qu'on considère comme légitime ou pas, c'est politique au sens noble, mais on voit bien qu'en effet, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un ballon, et d'ailleurs il y a certaines écoles ou certaines villes, on apprend aux garçons à occuper l'espace de manière légitime et les filles se retrouvent en périphérie. Quand on filme les cours de récréation, c'est quand même... heureusement, il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot. Ça serait très bien, mais quand on regarde quand même objectivement, il y en a assez peu. Tout simplement aussi, c'est lié à plein de choses.
comment sont-elles habillées? Est-ce qu'on peut jouer au foot quand on est en jupe avec des chaussures qui partent dès que vous mettez votre pied? Ça paraît accessoire, Non, mais on voit bien... dans le réel. Voilà, on est dans le réel et on voit bien que l'intime est politique dans ce sens-là. Donc, comment ça se fait? C'est des choses qui sont au cœur de notre perception et de notre construction individuelle et collective. Alors, on a regardé un peu les droits des Françaises en quelques dates. Alors, on n'en a choisi que 5 et ça a été un crève-cœur, forcément. 44, on l'a cité, le droit de vote et d'éligibilité, ça allait avec. 65, les femmes peuvent exercer une profession et ouvrir un compte en banque sans autorisation de leur mari. 65, hein, ça fait jamais que 60 ans. La loi Neuwirth en 67 qui autorise la contraception. La légalisation de l'avortement, évidemment, 75. 2002, un enfant peut porter le nom de sa mère, mais il reste un écart, Antoine, et je me tourne vers vous. Un combat, c'est celui des écarts de salaire qui subsistent entre les hommes et les femmes. Il est loin d'être gagné, ce combat. C'est le moins qu'on puisse dire, Thomas. Savez-vous combien de temps il faudrait pour qu'une femme en vienne à gagner le même salaire qu'un homme si nous ne faisons rien? Eh bien, selon le Forum économique mondial, 130 ans. 130 ans, plus d'un siècle. Qui peut s'en satisfaire? En France, aujourd'hui encore, les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes dans le secteur privé. Et à même poste égal, à temps égal, l'écart reste de près de 15%. Comment on l'explique? Eh bien, parce qu'on est encore très loin de l'égalité dans l'accès aux postes à responsabilité. On l'a beaucoup dit, aux augmentations, à la reconnaissance de manière générale. Les femmes occupent une grande partie des emplois dits essentiels, ces mêmes emplois qu'on a applaudis, par exemple, au moment du Covid, le soin, l'éducation, mais très peu les postes les mieux payés. Elles sont 90% des aides-soignantes, 82% des infirmières. Étrangement, dans ces secteurs, quand on a une pénurie, le jeu de l'offre et la demande n'aboutit pas à tirer les salaires vers le haut. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent, même quand Emmanuel Macron nous parle de réarmement démographique, ça s'appelle la maternité. Avoir un enfant, c'est une vraie rupture de carrière pour une femme. Dès le premier enfant, hein, c'est implacable, le revenu des mères chute de 40% l'année de la naissance par rapport à des femmes sans enfants. Et 10 ans plus tard, elles gagnent encore 30% de moins que les pères à expérience comparable. Pourquoi? Parce qu'on leur confie moins de responsabilités, parce qu'elles sont absentes un temps et qu'on se dit peut-être qu'elles seront de nouveau absentes. Résultat, des progressions freinées, quand je ne vous parle pas de mise au placard, hein, carrément. On parle aussi, évidemment, depuis quelques mois, même un peu plus, de congés menstruels pour les femmes. Ah oui, ça c'est très intéressant, parce qu'à première vue, ça semble être une bonne idée. Aujourd'hui, on estime qu'une femme sur 10 est atteinte d'endométriose. L'endométriose, ce ne sont pas juste des règles douloureuses, hein. C'est une maladie inflammatoire chronique, d'où le congé menstruel. 2 femmes sur 3 y sont favorables, mais beaucoup redoutent que ça leur colle de nouveau une étiquette pas fiable, éventuellement trop fragile, moins disponible qu'un homme. Et ça risque de leur coûter des opportunités. Prudence donc. Donc oui, il faut parler d'égalité salariale, encore et toujours, pas juste une fois par an, le 8 mars si possible. Il faut qu'on regarde les vraies causes. En l'occurrence, la maternité ne devrait pas être un frein. Les règles ne devraient pas être une gêne pour les femmes. Et le salaire, ça devrait être à travail égal, salaire égal. Le principe me paraît clair. Oui, c'est tout simple. Vous prenez l'égalité économique dans votre livre, Marie-Éloi. Ça veut dire quoi? L'égalité économique, c'est pour moi la clé pour arriver à une véritable mixité. Aujourd'hui, au sein d'un couple hétérosexuel, on a 42% d'écart de salaire. Et qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est la même chose. Et en fait, on n'arrivera à changer les choses que si on a une égalité économique. À ce moment-là, dans toutes les sphères de pouvoir, ça sera beaucoup plus simple. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est la maternité. Il faut absolument qu'on mette en place un congé deuxième parent digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est un stage d'observation de 28 jours. Si on pouvait faire comme dans les pays du Nord, où on avait 6 mois pour la mère, 6 mois pour le deuxième parent et 6 mois pour les deux, bah là, du coup, chaque parent est co-responsable de l'éducation des enfants. Et du coup, ça permet d'enlever les 12 ans d'écart dont je parlais tout à l'heure sur les charges domestiques et parentales. Pour les entreprises, ça devient aussi casse-pied de recruter ou de promouvoir un homme qu'une femme. Et du coup, ça favorise aussi l'égalité salariale et économique. Mais des outils, on les connaît, hein, la boîte à outils pour réparer tout ce sujet des inégalités, on les connaît, on sait ceux qui sont efficaces. Il y a ce congé deuxième parent, il y a les quotas, enfin il y en a énormément.
C'est une question de volonté. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette émission, parce que ça permet de sensibiliser. Et une fois qu'on est sensibilisé, on va faire attention à tous les petits détails, parce qu'il n'y a pas juste, effectivement, 3 solutions à mettre en place. C'est une succession de petites actions par tout le monde. Et pour ça, il faut avoir connaissance du sujet et d'avoir envie que ça bouge, surtout. Michel Perrault, est-ce qu'il y a eu des occasions manquées dans notre histoire? Alors, je pense évidemment à la guerre de 14 et aux années qui suivent la guerre de 14, parce que les femmes s'étaient retrouvées à faire beaucoup à prendre le travail des hommes, à remplacer les hommes. À ce moment-là, il y a eu une occasion manquée? Ah oui, il y a eu une occasion manquée considérable. La guerre de 14-18, c'est très important pour l'histoire des femmes. Elles ont remplacé les hommes partout. Oui. Elles ont découvert des espaces qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont fait il y avait des grèves en 1917, nouvelles tout à fait. Et le retour du guerrier, revenu heureusement à la vie civile, se traduit par un retour des femmes, dans beaucoup de cas, à leur rôle antérieur. Sauf, évidemment, hélas, quand elles remplaçaient des hommes décédés. Il y en a eu beaucoup de morts. Il n'y a pas eu de protestation, il n'y a pas eu de mouvement, de manifestation? Assez peu. Assez peu. Un peu, mais pas tant que ça. Et ça a été un peu une sidération, et il a fallu un certain temps, ça a été d'ailleurs important pour le féminisme de l'entre-deux-guerres, pour que les femmes réalisent pourquoi c'était comme ça. Voilà. Oui, là, il y a une occasion manquée. Ouais. Mais il y en a de temps en temps. Il y en a eu oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il y en a eu encore récemment? Oui, qu'est-ce que vous pensez, vous? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, il y a un exemple qui vraiment me porte, et c'est mon Graal, c'est l'exemple de l'Islande en 1975, que vous connaissez. Qu'est-ce qui se passe en Islande en 1975? En Islande, c'était pas du tout un pays égalitaire à cette époque-là. Il y avait 4% de femmes députées, donc on en était loin. Et en fait, pendant une journée, 90% des Islandaises ont tout arrêté. Alors, c'est un petit pays, mais je me dis, ce qu'on réussit à l'échelle petite, on peut le réussir à une plus grande échelle. Donc, elles ont arrêté de travailler, elles ont arrêté de travailler, de s'occuper des enfants. Tout s'est arrêté, parce qu'en plus, à l'époque, c'était des liaisons téléphoniques avec des standardistes. Donc, il n'y avait plus rien. Le pays était bloqué. Les enfants mangeaient des bonbons et des saucisses toute la journée. Et en fait, ça a été radical. Juste une journée, parce que quelques mois après a été votée une loi en faveur de l'égalité, et 5 ans après est élue la première femme chef d'État au monde. Et je me dis, si toutes les femmes, avec les hommes engagés, on arrêtait pendant une journée de travailler professionnellement et personnellement, je pense qu'il y aurait un avant et après et que le monde serait changé. Eh ben, on va terminer là-dessus. Allez-y, tout dernier mot, très vite. Changer les idées, ça prend beaucoup plus de temps. Oui, c'est ça, c'est changer les idées, c'est ça qui est important. Donc, le court terme, oui, c'est très bien, mais il y a du long terme et du quotidien. Et puis, il faut mettre de l'argent et des structures, et en particulier pour la garde d'enfants. On voit bien que les horaires ne sont pas adaptés, ni des crèches, ni des écoles. Donc, normalement, je suis censé vous interrompre, je ris parce qu'il y a Elsa, ma rédaction. Tu vois, les femmes gardent la parole. Mais je crois que quand même, puisqu'on est dans une institution politique, se dire qu'il faut donner les moyens structurels, c'est essentiel. Je peux me faire taper sur les doigts parce qu'on est en train de déborder. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir participé à ce débat, parce que je voudrais avoir le temps de citer vos livres. Radicales et fluides, les mobilisations contemporaines, c'est aux presses de Sciences Po, et Marie-Éloi, Les femmes sauveront-elles le monde, aux éditions Erol. Merci beaucoup, on vous dit à lundi. Merci de nous avoir rejoints. C'est la première fois que vous regardez Public Sénat sur la 8. Voilà, on espère que les fidèles et les nouveaux, les nouvelles seront de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Bon week-end, salut.